Salut, aujourd'hui on va parler d'un film avant-gardiste, autant de par son message, ses représentations, que par rapport au cinéma horrifique, qui paraît simple d'apparence mais qui regorge de richesse si on creuse un petit peu. Un film véritablement saisissant et toujours d'actualité. Il s'agit du film Les yeux sans visage, réalisé par Georges Franju, sorti en 1960, qui est un film fantastique et horrifique franco-italien. Il est devenu culte au fil du temps, mais je trouve que quand on parle de cinéma de genre français, on a tendance trop souvent à le mettre de côté. Alors déjà, commençons par son histoire, son récit. Alors c'est l'histoire du docteur Génissier, qui est un célèbre chirurgien esthétique, qui est connu pour avoir inventé de nouvelles manières de greffer des parties du corps humain. Sa fille, qu'il a défigurée dans un accident de voiture, est enfermée dans son immense propriété, et avec l'aide de son assistante, il essaie désespérément de greffer un visage à sa jeune protégée. Il met de côté toute morale, et enlève des jeunes femmes pour tenter de leur prendre leur visage. Va-t-il y arriver un jour, et où vont-ils mener toutes ces expériences macabres? Et bien ça, ce sont les enjeux du film, ce sont les questions qu'on se pose déjà a priori en commençant à regarder le film. Mais nous, on va voir que le film est bien plus riche que ça et qu'il soulève en fait bien plus de questions. Alors bien sûr, je vais pas spoiler, déjà on va commencer par donner un petit peu de contexte à ce film. Alors déjà, en 1960, c'est la fin du règne de l'ère du cinéma classique. Donc le cinéma commence un petit peu à se débrider, mais le cinéma d'horreur n'existe pas encore réellement. En tout cas, pas comme on le connaît aujourd'hui, et encore moins le cinéma gore. Et donc apparaissent dans les films à partir du début 1960, même à la fin des années 50, des représentations et des thématiques dont on pouvait pas vraiment parler avant parce que c'était soit censuré ou alors c'était un peu trop tabou dans le cinéma classique, que ce soit en France ou aux États-Unis ou même peut-être ailleurs dans le monde. Alors bien sûr il y avait des exceptions, mais en tout cas il y avait certains sujets qu'il ne fallait pas vraiment aborder. Et donc à cette époque-là, dans le contexte dans lequel sort ce film, on commence un petit peu à jouer un petit peu avec les transgressions, etc. On commence un petit peu à libérer, entre guillemets, le cinéma. Et donc, Les yeux sans visage, ce film, c'est en partie un film d'horreur. D'abord la peur au sens, le sursaut, le frisson d'effroi, lorsqu'on va découvrir le fameux visage de la jeune protégée, parce que oui, bon, on se doute bien qu'on va le voir, hein, il est quand même caché pendant une partie du film, mais on ne tarde pas trop quand même avant de le voir, et c'est présenté comme un véritable jumpscare. Et justement, toute cette construction autour du suspense de quand est-ce qu'on va voir son véritable visage sous son masque, ça contribue à ensuite le sursaut qu'on va avoir lorsqu'on va le découvrir. Il y a aussi une ambiance mortifère et oppressante, mais ça on reviendra un petit peu plus tard dessus. Et enfin il y a la scène la plus connue de ce film, une scène qui est une scène d'opération du visage au scalpel, qui est du pur cinéma gore, et qui je trouve personnellement n'a pas trop vieilli encore aujourd'hui. Bon après il y a le noir et blanc qui cache un petit peu le manque d'effets spéciaux, mais voilà, en tout cas là avec cette scène là, on est vraiment dans du cinéma gore à 100%, et donc ces trois éléments, donc l'ambiance, cette scène gore plus le jumpscare, ça contribue à dire que c'est un film d'horreur à part entière. Et est-ce que cette scène gore en fait le premier film d'horreur français de l'histoire? Eh bien la réponse en fait c'est oui, si on met de côté les films fantastiques de Méliès à la fin des années 1800, eh bien effectivement c'est le premier film français horrifique qui ait jamais été créé. Et est-ce que c'est le premier film d'horreur tout court? Ben ça j'avoue que j'ai fait quelques recherches et je sais pas trop. Je pose la question si vous savez quel est le premier film d'horreur tout court, si on met de côté bien sûr les films fantastiques avec les monstres de la Hammer, etc. et les films de Méliès, etc. On sait que le cinéma d'horreur a commencé dans les années 60, mais je sais pas vraiment, moi personnellement, quel est le tout premier film. Mais sinon, revenons sur le film. Que ce soit dans sa forme ou dans son fond, c'est un film qui est véritablement entre cinéma classique et modernité. Si on parle uniquement de sa forme, la réalisation, eh bien c'est 100% classique en fait. Il y a très peu de mouvements de caméra et on mise tout sur la symbolique dans les plans, dans le cadre même des plans, donc dans la composition de l'image. Si on reste toujours sur ces aspects classiques, ça nous rappelle les ancêtres du cinéma d'horreur, notamment le cinéma allemand des années 20 avec Nosferatu par exemple, ou encore les films de monstres comme par exemple ceux de Lon Chaney, voilà toujours avec un travail qui est lié au visage de ces fameux personnages difformes. Mais au début du film, la construction du récit n'est pas vraiment classique, puisqu'en termes de point de vue, le personnage du docteur en sait plus que le spectateur, ce qui permet de créer beaucoup de mystères, et en fait petit à petit on va découvrir réellement ce qui se passe chez le docteur et des expériences morbides qui mènent au sein de son manoir. En fait on n'a pas accès à tous les éléments directement, ce qui fait qu'on arrive à s'accrocher au film en fait, parce qu'on est happé par tout ce mystère, même si ça dure pas vraiment longtemps. Mais maintenant, revenons sur sa réalisation qui est certes classique, mais qui du coup par conséquent est chargée en symboles et permet véritablement de donner accès au véritable sens caché du film, enfin caché, pas vraiment si on l'analyse du coup, mais en tout cas au sens profond
de ce que raconte ce film. Tout d'abord, on assiste à la domination du docteur sur sa propre fille. En effet, elle est toujours enfermée, on a l'omniprésence du surcadrage, avec des fenêtres, des portes, des couloirs, des grilles, des escaliers, etc. etc. Mais ce fameux surcadrage, en fait, on se rend compte qu'il n'est pas présent que sur cette fille. Il est présent sur tous les autres personnages, hormis le docteur, qui d'ailleurs lui a une position de dominant et qui est filmé parfois en contre-plongée, notamment lorsqu'il monte les escaliers ou lorsqu'il fait un discours. En effet, il dégage une aura maléfique et il a un ego assez gargantuesque. Il cherche à dominer tout, à contrôler tout, et ça se remarque avec plein de petits indices dans la réalisation. C'est assez évident lorsque son assistante est dans le même plan que lui, elle est toujours ou quasiment toujours positionnée un petit peu derrière lui ou un petit peu sur le côté, alors qu'elle aussi l'aide, et même l'aide énormément à élaborer à chaque fois ses plans. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule femme qui est mise au second plan par la réalisation, et aussi par le récit. En effet, toutes les autres femmes du film ont des rôles où elles parlent très peu, et à chaque fois ce sont des personnages qui sont au service des hommes dans le film. Christiane, la fille du docteur, est alors la représentation, l'incarnation de toutes ces femmes instrumentalisées. C'est le véritable martyr du film. C'est le cobaye des expérimentations de son père qui veut réussir ses expériences, non pas pour rendre sa fille heureuse, mais véritablement pour flatter son ego de médecin. Elle est mise au même plan que les chiens dans le film, c'est-à-dire qu'elle est enfermée, telle une colombe qui cherche à sortir de sa cage. Et d'ailleurs, cette symbolique autour de la quête de liberté, elle est présente à travers de véritables colombes qui sont dans des cages dans le film, ou même à travers des tableaux qui reviennent souvent à l'arrière-plan. Il ne réussira jamais, je le sais. Il continuera sur moi ses expériences comme sur ses chiens. Un cobaye humain, quelle aubaine pour lui. En fait, Christiane dans le film, c'est une sorte de présence qui fait ressentir une véritable tristesse profonde. C'est un fantôme à l'agonie, sa volonté de retrouver son vrai visage semble une cause perdue, son existence sert uniquement son père, qui d'ailleurs l'a déclarée morte auprès des autorités au début du film. Et sa caractérisation, même ses traits physiques, sa manière d'être, font ressentir ça, une sorte de présence entre la vie et la mort. Sa démarche est fantomatique, elle ne cligne strictement jamais des yeux dans le film, et sa voix est étouffée par son masque. Il faut me tuer, je n'en peux plus. Tout ça lui donne une aura de morte vivante ou de marionnette articulée par son père. Et Louise, l'assistante du docteur, est en fait une ancienne cobaye. Elle a subi une greffe au niveau du cou et porte un collier de perles pour cacher sa cicatrice. Et ce collier est nommé dans le film comme étant, je cite, un collier de chien en perles. Et ça, et ainsi que son comportement et ses actions dans le film, montrent qu'en fait, elle n'a pas été libérée de l'emprise du docteur. Et enfin, l'incompétence des policiers pour rechercher des jeunes femmes disparues ou empêcher un énième enlèvement montre bien qu'en fait, elles n'ont que très peu d'importance à leurs yeux et qu'ils ne font pas vraiment d'efforts. Toutes ces pistes d'analyse que j'évoque depuis tout à l'heure m'amènent à constater que ce film serait peut-être une sorte de métaphore de ce qu'on appelle aujourd'hui le patriarcat. Et c'est finalement là qu'il est le plus avant-gardiste. Alors peut-être que je pousse l'analyse un peu loin, mais un second visionnage m'a permis de voir toutes ces symboliques autour du contrôle et de la soumission des femmes. Que ce soit sur leur corps, leur rôle dans la société, ou encore l'intérêt que portent les autorités face aux violences qu'elles subissent. Mais que ce soit dans le film ou dans la vraie vie, il y a des hommes qui ne sont pas des bourreaux et qui ferment les yeux sur ce qui se passe, car effectivement ça permet de maintenir une situation qui en réalité les arrange, que ce soit consciemment ou non. Alors j'ai peut-être un peu grossi les traits, mais je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Et d'ailleurs je prends des pincettes parce que je sais qu'il y en a qui seront peut-être pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, que ce soit par rapport au film qui n'y voit pas cette symbolique, cette métaphore, ou même par rapport à la question des diverses causes féministes aujourd'hui. Ben écoutez, c'est pas très grave si vous n'êtes pas d'accord avec moi, du moment que vous restez poli et courtois en commentaire, il n'y a pas de souci. En tout cas, si vous souhaitez vous renseigner, je ne peux que vous inviter à réfléchir, regarder un petit peu autour de vous, en regardant des films féministes, comme celui-ci, ou auprès, je sais pas, de divers médias, diverses associations, etc., etc. Mais revenons une énième fois au film. Les yeux sans visage, c'est à la fois un film qui est horrible, triste et beau, surtout à la fin, mais je ne vais pas l'évoquer ici. Même si vous n'êtes pas obligé d'y voir la métaphore que j'ai évoquée à la fin de mon analyse, force est de constater qu'il aborde la thématique de la domination d'un homme sur une femme, ou même de plusieurs femmes. Une réussite comme celle-là, bon Dieu, ça n'aurait pas de prix. J'ai fait tant de mal pour ce miracle. Tant de mal à toi aussi. Bien sûr. Et sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas en commentaire à me dire votre rapport à ce film, si vous le connaissiez ou non. Et sinon, je vous dis à la prochaine.